Bien, bonjour Corinne Gouget. Bonjour, Alors d'abord, merci d'avoir répondu favorablement à mon invitation pour cette interview. il n'y a pas de souci. Alors, dans votre documentaire Mâche et Crève, enfin votre documentaire, dans le documentaire Mâche et Crève, qui est passé sur France 3 il y a quelques jours, il me semble, Oui, le 9 juillet. ça a suscité pas mal de commentaires de la part des internautes, Oui, et il y en a pas mal qui m'ont demandé de vous interviewer, donc c'est chose faite aujourd'hui. parfait. Pour ceux qui vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez, on peut commencer par, dites-nous votre parcours qui vous a amené à écrire le livre, votre fameux livre Additifs Bon, alimentaires danger. alors mon parcours en fait a commencé par rapport aux additifs en Angleterre où je vivais il y a 18 ans. Et donc à l'époque j'étais mariée, j'attendais ma première fille. Et je suis tombée sur un article de presse de 3 pages en anglais dans un magazine féminin sur ces fameux E quelque chose. Je savais très bien que ça existait, mais pour moi, comme beaucoup de consommateurs, je me disais, si c'est autorisé, c'est quand même vérifié, on va pas nous faire manger n'importe quoi, il y a des autorités sanitaires qui contrôlent tout ça. Mhm. Et en fait, dans cet article, ils expliquaient que certains colorants pouvaient énerver les enfants, que certains autres additifs pouvaient provoquer des addictions. Ils parlaient un petit peu du glutamate, pas trop d'aspartame, mais pas mal des colorants. Et donc, à la fin de cet article, il y avait un petit encart sur une charité qui s'appelle Foresight et qui avait édité un petit carnet destiné à aider les femmes enceintes à éviter les additifs et à avoir des beaux bébés. Donc, du coup, j'ai acheté ce petit carnet pour 2 euros environ. Et je n'ai jamais cessé de lire les étiquettes depuis. Mhm. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Et dans ma famille, on me prenait pour une paranoïaque des étiquettes. Donc 2 personnes que je ne citerai pas se sont farcies de chewing-gum, Coca Light et protéines pour une personne. Et l'autre a pris des édulcorants de table sur les conseils de médecins pour maigrir. Et là, malheureusement, cette personne-là est décédée en juin 2003 à 48 ans d'une tumeur au cerveau, Mhm. aveugle et obèse. J'ai découvert la vérité 4 mois plus tard sur l'aspartame. Donc j'ai compris. Parce qu'en fait, le carnet que j'utilisais s'arrêtait au E927, alors que l'aspartame, c'est le code E951. Donc pendant 10 ans, j'ai pas su ce qu'était l'aspartame. D'accord. Et donc quand j'ai découvert la vérité fin 2003, parce que ce petit carnet, justement, je l'avais donné, il avait été remis à jour pour la première fois en 16 ans. Il y avait juste 4 pages au milieu rajoutées sur l'aspartame et sur le glutamate. Et là, j'ai brutalement compris. Donc, il y avait 2 solutions. Soit je rentrais en France, parce que il fallait, et je disais rien à personne. Soit j'allais voir l'auteur du petit carnet bleu, qui avait à l'époque 75 ans, qui s'appelle Madame Barnes, en Angleterre. Et puis, lui proposer de mettre son livre à jour en anglais et puis faire une version plus complète en français et d'autres langues, ce qui a été convenu. Donc j'ai fait ça, je suis rentrée en France et j'ai contacté de nombreux scientifiques au niveau international, pas beaucoup en France d'ailleurs, et j'ai mis 2 ans pour écrire mon petit livre orange qui dérange certains mais qui a sauvé des milliers de vies. D'accord. Et votre livre aujourd'hui, il s'est vendu à combien d'exemplaires? Alors la version française est arrivée à sa 13e édition en 6 ans. On en est à 163 000 exemplaires distribués dans 50 pays où on pratique le français. Après, la version hollandaise a dépassé les 110 000 exemplaires aux dernières nouvelles en 4 ans. Il y a une version italienne, une version espagnole depuis à peu près 4 ans aussi. Et la toute dernière vient de sortir cette année en Roumanie. Mhm. Donc toujours pareil, un tableau au milieu et puis les couleurs, les références et Ouais, pour ceux qui connaissent pas encore le livre, en fait, votre livre, c'est un tableau géant qui contient la liste de tous les additifs alimentaires avec leur dangerosité, etc. On les prend un voilà. par un et on dit exactement ce que c'est, quoi. Voilà, donc du coup, il y a la partie principale du livre. Moi, je conseille toujours de lire le début. Mhm. Pourquoi, comment, de sauter le tableau et l'index, parce que l'index, la liste des noms, est suite au tableau. C'est-à-dire que des fois, les industriels, au lieu de mettre le code, comme E951 pour l'aspartame, ils vont mettre le nom. Comme ça, les gens qui savent pas se disent, il n'y a pas de E, donc j'achète. Mhm. Et inversement. Donc, du coup, il y a moi, je conseille de sauter le tableau qui part du E100 au E1520, tous cassés en couleur. Il y a vert pour non dangereux, rouge pour dangereux et orange
Quand j'ai trouvé qu'il y avait, par exemple, 50% d'études qui disaient que c'était dangereux et 50% qui disaient que c'était pas dangereux, dans le doute, j'ai mis orange. Donc D'accord. après, ça veut pas dire qu'on va mourir parce qu'on a mangé le matin même 3 additifs rouges et un additif orange. Faut pas tomber non plus dans la paranoïa. Le but du livre, c'est d'informer sur les risques. Donc on peut avoir par exemple une éruption cutanée, des insomnies, l'enfant qui a mangé un colorant ou deux peut avoir une crise d'hyperactivité ou un peu d'eczéma ou un problème respiratoire. Et bon, après c'est à faire le lien avec ce qu'on a mangé dans la demi-heure qui suit ou les 24 heures à 48 heures qui suivent la réaction. Donc c'est très très souvent le cas. Et donc du coup on saute le tableau. Dans le tableau il y a de la place pour écrire dans la colonne à droite la marque du produit concerné et entourer au stylo les effets secondaires. C'est un livre qui est fait pour écrire dessus et pour s'en souvenir, et on le transporte dans son sac parce qu'il est tout petit. On le transporte avec soi aussi bien au supermarché en faisant ses courses et aussi chez des amis qui vont vous inviter pour l'apéritif par exemple. Et là ça lance le débat par rapport notamment aux chips ou aux boissons light qu'on pourrait vous servir, ou aux fameux bâtonnets de faux crabes qui sont très souvent farcis de E621, un exhausteur de goût dangereux, ou les apéris machin, vous savez très bien, en forme de cube. Ouais, je vois. Là, c'est que des restants de fromage avec des cols alimentaires et du glutamate. Hein. Donc après, bon, ça peut lancer les débats parmi les amis ou la famille. Et après, je conseille de lire vraiment la fin du livre. Il y a tout le chapitre aspartame, glutamate, avec des références, avec différents additifs, et aussi il y a la partie bibliographie, références internet, et produits testés pour vous sont souvent des produits français pour remplacer petit à petit les produits industriels qui empoisonnent les familles et les enfants surtout. D'accord. Alors, déjà, malgré le fait que vous avez vendu quand même un paquet de livres, quand même, on vous voit rarement, pour pas dire jamais, dans les médias de masse. Non, parce que je vais vous dire pourquoi. En 2007, j'avais une nouvelle attachée de presse, et donc on en était, je sais pas quelle édition, peut-être 2008, peut-être 8e ou 9e édition, je sais plus. Et donc du coup, elle me dit, oh, je vais contacter 600 journalistes pour vous d'ici fin juin, mais si on vous interviewe, Madame Gouget, il faudrait parler au conditionnel. Effectivement, quand vous entendez certaines interviews de certaines personnes scientifiques ou autres, ils vont dire il se pourrait que l'aspartame provoque des tumeurs au cerveau ou des migraines, par exemple. On va parler au conditionnel. Et moi, j'ai refusé. Parce que les preuves sont là depuis tellement d'années pour l'aspartame, il faut arrêter de tourner autour du pot. On n'a plus le temps. Et c'est cette année ou jamais. Donc, j'ai refusé de parler au conditionnel. Donc, il n'y a aucun des 600 journalistes qui m'a contacté. Et quand j'aide des journalistes pour, par exemple, Arte, tant qu'à y être, autant les citer, pour des reportages sur l'aspartame ou sur le glutamate, on exploite les journalistes en question 2 fois. Hein. On exploité toutes mes connaissances et on pris toutes mes références. Et au dernier moment, même si on vous a filmé, on vous dit on a trop d'interviews, vous serez pas dans le reportage, mais on voudrait bien encore les références de ceci, cela. Donc à ce moment-là, la journaliste en question s'est entendue dire au téléphone qu'elle aille se faire voir, quoi. D'accord. Ça suffit. Donc non, je passe pas sur les grands médias parce que j'en sais trop peut-être. Et même si j'avais sur un plateau télé la responsable de nutrition du soda le plus connu en France, je saurais quoi lui répondre. Ok. Le soda le plus connu en France, c'est le Coca-Cola, c'est ça? Voilà. Et donc, il y a un nutritionniste assez connu avec une moustache en France qui s'est retrouvé sur le plateau d'une radio nationale en train de débattre de l'aspartame c'était début 2007. Et donc, du coup, il n'a pas su quoi répondre quand la nutritionniste de chez Coca-Cola lui a rétorqué que l'aspartame était sans danger, que ceci, que cela. Donc, lui, il s'est retrouvé à court d'arguments. Et donc, du coup, il a même avoué à l'antenne qu'il avait des pressions. Donc voilà, et moi, la seule pression que j'ai, c'est comme dimanche dernier, quand j'étais dans un énorme festival où il y avait des milliers de gens, et où je vois une petite fille de 10 ans arriver avec ses parents, son frère et sa sœur, et qui, toute contente, secoue les boîtes de chewing-gum vides sur mon stand, en disant « Ah, des chewing-gums », alors qu'elle a plus de cheveux et plus de sourcils, et qu'elle a un foulard pour cacher sa tête chauve. Donc voilà, quand vous voyez les parents et vous demandez, bien sûr, cette petite fille a un cancer malheureusement,
et vous demandez si cette petite fille mange des chewing-gums et qu'elle vous dise oui, elle ne mange que ça, Voilà, quoi. ça fait mal, quoi. Je veux dire, l'enfant inné, à la base, il a droit à la santé physique et mentale. C'est le droit fondamental, c'est le droit international de l'enfant. Et on lui bousille déjà ça. Et hier, je parlais avec une autre dame qui me dit, écoutez, les bébés ne mâchent pas de chewing-gum. Je connais un couple qui ont un enfant de 2 ans avec 3 tumeurs au cerveau. Oui. Donc là, C'est un argument, sûr ça. que le bébé ne mâche pas de chewing-gum, mais c'est la maman qui a dû prendre des produits à l'aspartame pendant la grossesse. Et ça, on va pas le dire. Je veux dire, moi, je suis française, mais j'ai un peu honte de voir qu'on fait de la désinformation, et dans le doute, les Français continuent. Dans le doute, on continue à mâcher des chewing-gums parce qu'on est enceinte, parce qu'il y a des nausées, parce qu'on est diabétique, parce que c'est pas encore prouvé, donc on continue, quoi. Et on se retrouve avec des cas des fois où c'est trop tard. Ah, j'ai une question vraiment hyper bête. Je suis désolé, je la pose parce que j'imagine que d'autres doivent se la poser aussi. Si les chewing-gums à l'aspartame ne sont pas bons, est-ce que les anciens chewing-gums, eux, sont bons, ceux qui étaient au sucre? Ceux qui étaient au sucre, déjà, il n'y en a plus beaucoup. Oui, on en trouve Je pense encore. qu'il doit y rester 3 paquets. Ouais. Avec du sucre, entre guillemets. Mais malheureusement, il n'y a pas que du sucre. Si vous prenez la boîte verte à la chlorophylle, on va appeler ça Hollywood. Et donc, du coup, là, c'est une boîte verte carrée. Il y a une rose et une bleue aussi. Donc, dans la rose et dans la bleue, apparemment, il n'y a pas d'aspartame, mais il y aura de la gélatine de porc, des arômes, des colorants. Et qui dit arôme dit glutamate. Mais dans la boîte verte où il n'y a pas marqué sans sucre, en tout petit sur le côté, on voit exhausteur de goût, aspartame. Ah bon, d'accord. Ok, j'avais pas vu ça. Moi, j'ai vu des mamans pensant éviter l'aspartame en prenant cette boîte-là, mais ils prennent pas la peine de regarder parce qu'ils sont pressés, il faut toujours aller plus vite. Et donc, elle va mâcher 5, 6, 7 chewing-gums par jour, la personne, et elle aura des effets secondaires liés à l'aspartame en pensant l'éviter. C'est hallucinant. Donc, en ce moment, je viens de lire ce matin un article des États-Unis, comme quoi ils vont essayer de changer le nom de l'aspartame pour mettre que c'est un édulcorant naturel, alors, ce qui est faux. Donc l'idée c'est de vraiment faire attention et essayer de manger des produits naturels si on peut, quoi. Ok. Et est-ce qu'on a idée de combien il y a de personnes, on va dire malades, enfin c'est hyper vague, mais qui, on va dire malades en France ou aux États-Unis peut-être, à cause de la malbouffe, à cause de ces additifs et à cause de tous les colorants? Dans le monde, c'est des millions. Ouais, c'est des millions, mais on n'a pas, il y a aucun chiffre. On peut pas avoir d'idée. Ouais. Pour l'aspartame, c'est des millions de morts de toute façon. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que ça, c'est l'environnement, c'est les pesticides, c'est les OGM, c'est les cosmétiques, c'est ce que fait la personne comme travail. Si elle est exposée à des rayons, si elle est exposée à des produits chimiques au quotidien dans son travail aussi. Donc du coup, il va se déclencher peut-être un arrêt cardiaque et puis on dira que c'était héréditaire. Par exemple, le pic à l'aspartame sur le marché, donc en 1981 dans les produits secs et en juillet 83 dans les sodas, le taux d'AVC a augmenté de plus de 50%. Et ça, on va pas le dire, parce que quand on a un AVC, si on survit, on va prendre des médicaments à vie pour fluidifier le sang, et puis si on est handicapé, on aura du matériel comme un déambulateur, des cannes ou un fauteuil roulant. Et puis un lit médicalisé au pire des cas, on l'a déjà vu malheureusement avec un acteur qui est décédé il y a pas longtemps. Alors lui, qu'est-ce qu'il mangeait, je ne sais pas encore en France, mais on veut pas faire le lien parce que tout ça rapporte de l'argent, surtout en France. Et moi, je suis absolument choquée. Donc, je reste encore en France pour aider les Français et surtout les enfants. Mais quand je vois des cas graves, ça me révolte, quoi, parce que les gens, ils n'ont pas su. Donc, les mamans disent oh là là, c'est ma faute, j'ai acheté telle soupe, j'ai acheté telle pâte à tartiner, j'ai acheté tel chewing-gum pour mon fils, il a 6 ans, il est en surpoids, il a des problèmes de vue, il a ci, il a ça, et il va chez le pédopsychiatre parce qu'il est toujours énervé. Ben oui, mais il faut prendre le temps de savoir ce qu'on donne à manger à son enfant. C'est pas la faute aux parents, je jette pas du tout la pierre aux parents, c'est la faute au gouvernement qui sait la vérité, ce que j'aurais donné, et qui laisse en vente ces produits. Et donc, du coup, les parents, ils sont pressés, ils travaillent, ils ont mis des excuses pour être pressés, ils achètent des produits que les enfants souvent réclament, parce qu'ils ont vu ça à la télé, et après, l'enfant est malade, plus ou moins malade. Et ça va pas. Dans le reportage Mâche et Crève, on voit bien que la petite fille qui sait maintenant que dans ses Frastagada, il y a le glutamate, etc., elle veut quand même terminer son paquet avant de ne plus en acheter. Alors, le problème des bonbons, c'est que dès que les enfants les voient, ils ont envie. C'est le goût, c'est une addiction totale. Donc, c'est à cause des arômes qui contiennent donc du glutamate monosodique.
à cause de la gélatine de porc qui contient aussi des traces de glutamate. Donc ça, c'est mélangé avec des acides, du sucre et des colorants pour imiter un œuf au plat, une fraise, un schtroumpf, que des bêtises, quoi, un crocodile. Et donc, du coup, les enfants peuvent pas résister. Donc, cette petite fille, ce qui est extraordinaire, parce que j'ai appelé après la diffusion du reportage, j'ai appelé l'association. Et donc, faut savoir que quand elle essaye de jeter ses bonbons, c'est fin janvier 2012, ok? Mhm. Et donc, évidemment, c'est pas passé à la télé directement. Donc, ça passe en juillet. Entre-temps, d'après ce que j'ai compris, ben, ils ont craqué, ils ont repris Ah ces oui. produits-là, et la petite fille a grossi. Donc du coup, en se voyant à la télé, parce que la maman, je trouve elle réagit vraiment très très bien, vraiment j'ai adoré. Et ben, ça a fait tilt. En se voyant passer à la télé, ils se sont dit, tiens, c'est vrai, on aurait dû écouter. Donc là, ils ont tout jeté. D'accord. Et la femme qui me reprend ses chewing-gums pour les finir, alors qu'elle fait déjà des crises d'épilepsie, j'aurais tellement aimé qu'elle arrête tout de suite. Ben, elle a aussi continué entre-temps, jusqu'à faire des crises et des crises, des crises par jour. Et quand elle s'est vue à la télé, elle s'est dit, mais attends, cette femme, elle me connaît pas. Elle vient, elle me dit la vérité, elle m'explique, elle prend le temps de m'expliquer. Et moi, je reprends mes chewing-gums pour les mâcher. Et donc là, elle a arrêté en se voyant aussi à la télé. C'est impressionnant, hein? Ok, ouais, non, mais tout à fait, ouais. Mais il a fallu le déclic, c'est de se voir à la télé, passer à la télé pour arrêter, quoi. Je veux dire, donc après, il y a des cas désespérés, comme suite à l'émission, d'ailleurs, il y a un jeune qui m'a contacté, 23 ans, 5 litres de soda light par jour, ça Mhm. existe, hein, j'ai eu d'autres cas comme ça, un cas à Paris, et lui, il mange les mêmes bonbons, mais 3 boîtes de 800 grammes par jour. Ouais. Évidemment, il fait 110 kilos. Ah oui, Donc bah oui. là, ça va être très très difficile, voire impossible d'arrêter, parce que ben, les 110 kilos, ça l'empêche d'avoir une vie normale. Et le petit déjeuner, c'est 800 grammes de ces fraises-là, qui ne sont pas des fraises, mais il le sait. Mhm. Mais déjà, avaler une, je pourrais pas, mais 800 grammes non plus. Et voilà, ça prouve bien qu'il y a un phénomène d'addiction. Et je voudrais bien contacter des addictologues en France pour qu'on fasse une étude sur des cas qu'il doit avoir à l'hôpital, hein. Et parce que là, on pourrait faire un lien entre l'addiction alimentaire et ses additifs. Mais bon, est-ce que les addictologues voudront se lancer dans une étude pareille en France au risque de perdre leur poste? Je sais pas. D'accord. Et on parlait tout à l'heure de malades, etc. Mais on n'a pas parlé aussi du fait que le nombre de cancers ont doublé ces 25 dernières années Oui, et que complètement. et on attend à ce que ça double encore pour les 10 ou 15 prochaines années. Ça, Bah c'est oui, complètement c'est fou. sûr. C'est des prédictions, soi-disant, mais ça arrange bien tout le monde quand vous savez combien rapportent les traitements par chimiothérapie, rayons et compagnie, et les hospitalisations. Oui, c'est un business. Moi, je connais un ancien chercheur du CNRS qui avait trouvé comment aider les gens qui souffrent du sida et du cancer. On lui a dit, tais-toi. On lui a dit comme ça, ben, le cancer rapporte de l'argent à plus de gens que ce qu'il en tue en France. D'accord. Donc on va pas arrêter une machine qui marche. Donc moi j'étais assez désespérée quand j'ai rencontré cet ancien directeur de recherche et j'avais les livres sur l'aspartame en américain dont on va parler avec moi et je lui dis mais je fais quoi moi? Et il m'a dit continuez Madame Gouget, continuez. Il me dit l'aspartame notamment provoque tellement de maladies, rapporte tellement d'argent qu'ils vont pas arrêter comme ça. Donc le système ne changera que par le bas, c'est-à-dire que le système ne changera que par la volonté du consommateur de changer son mode de consommation. Il faut savoir que l'aspartame fait partie de la famille des excitotoxines. Une excitotoxine est un terme qui a été créé par le professeur John Olney, qu'on voit aussi dans le film Notre poison quotidien. Et John Olney a créé ce terme il y a plus de 50 ans à peu près. Donc c'est une molécule qui traverse la barrière hémato-encéphalique du cerveau, qui est une sorte de membrane censée protéger notre cerveau des produits chimiques. Mais cette membrane n'est pas complètement formée de 0 à 20 ans, à peu près. Et si on fait du sport, si on est diabétique ou si on vieillit, elle devient poreuse. Donc évidemment, les produits chimiques, que ce soit des additifs, des métaux lourds, du fluor, etc., vont passer dans le cerveau. Et là, pour l'aspartame notamment, ça va très 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 vite. Et cette excitotoxine-là, elle a la capacité d'arriver dans le cerveau en 10-15 minutes après ingestion, même avec un chewing-gum. Et ça va plus vite avec les chewing-gums et les bonbons sans sucre. Et là, elle va détruire les neurones du cerveau en les excitant, d'où le terme excitotoxine. Mhm.
Et au bout de quelques heures, 2 heures en général, certains neurones ont explosé. Et en 24 heures, sur des souris, on voit des trous. Alors imaginez quelqu'un qui en a pris sur 15, 20, 25 ans, en France, de l'aspartame par exemple, il n'a plus la volonté de s'arrêter. Il ne peut plus raisonner. C'est le but. Ok. Et justement, toutes Et donc, ces... le cancer, c'est exponentiel. Et selon le professeur Belpomme que j'avais rencontré lors d'une émission de télévision privée, c'est pas 40% des cancers liés à l'alimentation, comme on pouvait le lire dans le film Nos enfants nous accuseront. Selon lui, c'est plus de 55% des cancers liés à l'alimentation. C'est énorme. 55%, oui, c'est énorme, ouais. Alors, si on changeait d'alimentation, on pourrait réduire de 55% le taux de cancer. Seulement, on va pas le dire. Donc, du coup, j'ai demandé à ce professeur qu'il aille dans l'hôpital et qu'il aille voir ses patients pour savoir ce qu'il mangeait. Mais il m'a dit c'est pas si facile. Quand vous voyez ce que mangent les patients à l'hôpital ou dans les maisons de retraite, c'est que des produits industriels. Voilà. Donc, on leur donne des médicaments avec des colorants, des arômes bananes, fraises et compagnie. On leur donne des plats en sauce, qui vont passer au micro-ondes ou pas, dans des barquettes en plastique. Donc tout le monde sait bien sûr maintenant que le plastique c'est toxique, mais on leur donne des plats en sauce. Tout ce qui est sauce industrielle, ça contient du glutamate. Or, le professeur Russell Blaylock aux États-Unis, qui est un ancien neurochirurgien et nutritionniste de pointe, qui est très très connu, qui a fait des tas de choses, des livres, des conférences, etc., explique dans un autre film qui s'appelle La Belle Vérité, mais qui est qu'en anglais, que l'aspartame a la capacité de provoquer un cancer, et le glutamate monosodique le nourrit comme un feu de paille. C'est-à-dire que si quelqu'un a un début de cancer quelque part dans le corps, et qu'il mange des chips, des sauces, des machins, bon, le glutamate, c'est des millions de produits qui en contiennent, ça cache sous 30 à 40 noms différents, c'est pas juste le mot glutamate de sodium ou glutamate monosodique ou E621. Et donc, du coup, le cancer va se nourrir de ce glutamate monosodique et grossir comme un feu de paille. C'est affolant, quoi. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce qui se passe? La personne va à l'hôpital pour son cancer, par exemple, puis elle a faim, donc des fois, elle peut plus manger parce qu'elle est nourrie par tuyau. Donc, mais elle rêve de manger des hamburgers, des pizzas, toutes les choses qui lui ont fait son cancer. Et donc, du coup, parce qu'elle a faim, eh ben, on va lui donner un truc à sucer, un bonbon sans sucre ou un chewing-gum. Mais c'est en vrai ce que je dis. Les médecins dans ces hôpitaux sont pas au courant. Et donc le cancer, il repart de plus belle, c'est obligé. Ouais. Genre, c'est affolant, quoi. Donc du coup, la personne, sinon, moi j'ai eu des cas comme ça, elle a son cancer, bon, on la soigne, etc. Elle rentre chez elle. Et comme les gens, la famille est contente de le voir rentrer, on va lui offrir des bonbons sans sucre, des chewing-gums. Et puis on va faire un repas avec des bouillons, vous les connaissez tous, hein, les bouillons cuits dans la sauce. Quelques semaines plus tard, le cancer il revient, mais c'est logique, c'est comme un fondeux, quoi. Oui, je comprends bien. Il part à l'hôpital, et puis, à force de prendre des sucrètes qu'il prenait déjà depuis 20 ans, il fait une embolie pulmonaire et il meurt. Et toutes ces reportages et les vidéos que vous citez avec le docteur Blaylock, il y a possibilité qu'on les récupère et puis qu'on... Bien sûr, il y en a plein sur mon site, c'est déjà dans la section. Oui. Donc mon site c'est www.santéendanger en petites lettres et sans accent, tout attaché. Donc www.santéendanger.net. Vous avez la rubrique multimédia et après il y a les vidéos. Puis là il y en a toute une liste. Donc là vous pouvez en récupérer, sinon moi je peux vous en faire passer sur Skype ou par mail, il n'y a pas de souci. Ok, on mettra les liens sous la vidéo, hein, d'accord? Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et donc c'est du sérieux quand on écoute. Bon, tout n'est pas encore en français pour le professeur Blaylock malheureusement. Oui. Mais il y a une interview à l'écrit sur mon site, il y a un dossier qui s'appelle Interview du docteur Blaylock où il aborde différents sujets, dont l'aspartame, le glutamate, les produits laitiers ou le soja. Et donc du coup, quand on entend parler à l'oral, si on est bilingue, si on a la chance d'être bilingue, comme moi ou d'autres personnes, et ben on se dit mais il exagère, quoi, c'est pas possible ce qu'il dit. Et en fait, le problème du docteur Blaylock, c'est qu'il a toujours raison. Un jour, il disait dans une conférence, je vous enverrai par internet, c'est un DVD en fait, mais bon, on peut le trouver sur internet. C'est un DVD passionnant que je pourrais regarder tous les soirs si j'avais le temps, qui s'appelle Nutrition et comportement. Parce qu'il y a un lien entre la nutrition et le comportement, et c'est prouvé, les premières études datent de 1914 aux États-Unis. Or, en France, la première étude sur ce sujet, entre le lien sur l'alimentation et le comportement, a juste débuté l'été dernier en France, à Grenoble. On a 100 ans de retard, je vous dis.
D'accord. Et, Et donc, il explique qu'il y a plusieurs choses qui peuvent provoquer des troubles du comportement et qu'en général, c'est pas juste une simple allergie alimentaire, c'est une allergie du cerveau à ce qu'on mange. Donc, on peut réagir, bien sûr, si on boit de l'alcool, si on prend de la drogue, si on prend trop de café et compagnie, mais on peut réagir, bien sûr, si on prend du glutamate monosodique ou de l'aspartame. Et ça peut aller très très vite. Donc moi, ma passion, c'est ça, c'est ce sujet. Parce que j'ai observé depuis 18 ans le comportement d'abord des amis de mes filles qui mangeaient pas comme mes filles et qui avaient des troubles du comportement, des tout petits enfants de 4 ans, 2 ans, 5 ans. Je me disais, c'est bizarre, ils écoutent rien, ils sautent partout, ils jettent des cailloux dans le jardin, ils jouent pas avec mes enfants. Donc il y a des fois, je disais, bah tu viens plus, quoi. À quoi ça sert? Et donc en fait, ça vient chez un enfant, ça vient de ce qu'il mange. Et on va pas le dire. Donc, si vous observez, j'ai fait ça des centaines de fois, un enfant dans un train, par exemple, il est sage, il regarde un livre, il fait un coloriage, machin, pas de problème. Puis la maman, elle sort un petit sachet de bonbons. Alors, il y en a des bleus, des rouges, des verts. Bien sûr, parce que s'ils étaient gris et noirs, on aurait moins envie d'en manger. Et l'enfant, il mange sagement ses bonbons. Au début, il réagit pas. Et 20 minutes après, ben, il se met à sauter partout, à parler fort, à se mettre debout sur son fauteuil. On peut pas le calmer. Il veut aller faire pipi, il veut aller marcher, il parle, il crie. Et les gens, ben, ils commencent à se regarder entre eux parce qu'ils n'arrivent pas à dormir ou à se concentrer, à faire ce qu'ils faisaient. Et ça vient des colorants et des arômes sûrement, parce qu'il y a plein d'arômes dans les bonbons. Et donc ça, c'est hallucinant. Et un jour, le docteur Blaylock expliquait donc dans cette conférence que si on injectait du glutamate monosodique sous forme liquide dans la partie frontale du cerveau d'une souris, elle deviendrait une tueuse de chats. Et là, même en anglais, ça choque. On se dit, mais non, qu'est-ce qu'il raconte? Et un jour, j'étais dans un train en première classe, Marseille-Paris, et là, il y a une famille qui s'installe autour d'une table, donc un petit garçon de 2 ans et demi, son grand frère de 11 ans, le papa, un petit peu en surpoids, et la maman. Et bien sûr, ils sortent des jouets, des choses comme ça, et puis tout de suite des lingettes pour nettoyer les doigts des enfants, parce que la gare, c'est plein de microbes. Mm-hmm. Donc je me mets à sourire, puis au bout d'un moment, bien sûr, j'ai faim. Donc la maman sort des madeleines. Je demande par curiosité de regarder les ingrédients pour voir s'il y avait de l'huile de palme ou des arômes. Bon, ça allait. Donc je lui rends le paquet et j'observe. Donc les 2 enfants n'avaient pas de trouble du comportement. Et au bout d'un moment, ils rangent les jouets, ils sortent des timbales. Je me suis dit, le papa va servir de l'eau. Et à ma grande surprise, il met pas de l'eau dans les timbales, il met des chips goût cacahuète que si vous en avez pas, il n'y a pas d'amis. C'est souvent dans la publicité qu'ils disent ça. C'est très connu, ces chips en France. Mm-hmm. Et là, je me suis dit, ok, je regarde l'heure, je dis, on va voir comment va réagir le petit. Le petit, il avait à peu près, les 3 ans en tout cas. Et le grand frère, à peu près 10-11 ans. Et donc, du coup, je regarde l'heure, là, le petit garçon, il mange sa timbale de chips, farci de glutamate, là, c'est sûr. Et puis, d'un seul coup, il se met à sauter le pied debout sur le fauteuil, à parler fort, essayer de toucher les lampes, le plafond, tout. Et la maman n'arrive pas à le calmer, donc il passe sous la table. C'était en première classe, il y avait marqué voiture silence sur le mur. Et il monte sur les genoux de son grand frère pour regarder les gens derrière. Et il saute à pieds joints sur l'entrejambe de son grand frère. Donc évidemment, son grand frère, ça lui fait mal, donc il crie aïe mes coucougnes. Tout le monde se regarde dans le train, voilà. Dans le wagon, c'était trop drôle. Et là, le père s'énerve, donc il prend son petit, il le met sur les genoux à plat ventre, il lui fait un câlin sur le dos, 4 secondes, le gamin se redresse et il arrache les lunettes de vue de son père et le jette par terre. Donc là, le père, il ramasse les lunettes, il prend son gamin dans le couloir parce que c'est plus possible. Et là, je pensais à ce que disait le docteur Bello, c'est vrai que cet enfant, il était en pleine crise de rage. À 15 minutes, après une poignée de chips, quoi. À 2 ans et demi, 3 ans. Donc là, la mère, je la regarde, elle était perdue, elle savait plus quoi faire. Elle n'avait pas mangé, elle, hein. Le père, il a mangé 1 ou 2. Le grand frère, il n'avait pas fini sa timbale encore, donc il n'a pas eu le temps de réagir, lui. Mais cet enfant tout petit, le cerveau n'est pas du tout protégé, et les tout petits enfants, comme les personnes âgées, réagissent très très vite. Et donc la maman, elle me regarde un peu perdue, je lui donne ma carte, je lui dis excusez-moi madame, je vous donne ma carte parce que, elle me dit oui je sais, je fais non, vous ne savez pas, vous allez m'écouter, je suis conférencière sur les effets secondaires du glutamate monosodique, je sais très bien de quoi je parle. Tout à l'heure, je vous ai vu nettoyer les mains de vos enfants avec des lingettes pour enlever les microbes, mais là, vous n'avez pas lu les étiquettes, vous avez donné des chips au glutamate monosodique à votre enfant, c'est trop tard, c'est dans son cerveau, c'est en train de détruire son cerveau pendant 48 heures, vous n'allez rien en faire de cet enfant. Il va pas se calmer. Et ça se donne pas à un enfant, et ça s'achète même pas.
parce que c'est neurotoxique et ça attaque aussi le système cardiaque et d'autres organes du corps. Donc vous irez sur mon site. Alors là, tout le monde qui m'écoute. Tout le wagon. Ouais. Là, quand j'interviens comme ça, j'y vais fort, comme ça tout le monde entend. Il y en a qui osent pas trop demander un marque-page, mais ils écoutent, quoi. J'ai fait, maintenant, vous irez voir le paquet plus tard. Donc, le père revient, mais le père, c'était même pas la peine de lui expliquer. Il met son enfant à sa place. L'enfant, il saute partout, il peut pas rester en place. Le cerveau est en autodestruction, c'est obligé. Et donc, ils sortent des assiettes en carton et des couverts en métal de la maison et des salades de fruits, des salades de tomates. Donc, si tu finis tes tomates, tu auras des chips au dessert, dit le père. Voilà. Là, je me dis, non, Il a pas compris. par pitié. Mais bien sûr, l'enfant, il a mangé une demi de tomate, même pas, il a jamais fini ses tomates, il pouvait pas se concentrer, il était en pleine crise. Et donc, il a pas fini ses tomates, l'autre non plus, ils ont tout rangé, ils sont descendus avant le dessert, de toute façon, il a pas redonné de chips devant moi parce que je serais intervenue. Et je me dis, mais combien de temps ça a dû durer, cette crise, chez un petit enfant comme ça? Donc, là, c'était une crise intense, provoquée par le glutamate. J'ai vu aussi des adultes, réagir, à des chewing-gums ou à des chips à l'aspartame qui existaient à l'époque, un jeune de 23 ans notamment, en 25 minutes. Hein. Donc là, c'est pas forcément une crise de rage, ça peut être des frissons, sensation d'endormissement, fatigue soudaine. Hein. Bon, quand on est assis dans un train, bon, ça va. Et quand on est chauffeur de bus ou chauffeur d'avion, pilote d'avion, c'est plus pareil. Ouais, c'est clair. Et donc, c'est pour ça qu'aux États-Unis, les pilotes d'avion n'ont pas le droit de consommer quoi que ce soit à l'aspartame dans les 48 heures avant de piloter, sinon ils perdent leur licence. Ah ok, d'accord. Il y a déjà des règles aux États-Unis, il y a des règles qui sont beaucoup plus, enfin ils ont édité des règles qui sont quand même plus avancées que nous, quoi. Je veux dire, ils sont quand même plus au courant que des choses quand même. Moi, quand je prends le bus, je vois que c'est un chauffeur qui mâche et que ça fait longtemps, parce que ça se voit physiquement. Je peux vous expliquer comment. On voit avec Betty Martini, la présidente de l'association aux États-Unis qui s'appelle Mission Possible Internationale. Je vous donnerai le site aussi. Betty Martini a bientôt 80 ans. Et elle s'intéresse à ça depuis 20 ans parce qu'elle a une amie qui a failli mourir à cause de l'aspartame à l'époque. Donc elle a créé l'association qu'on voit aussi, dont on voit les bureaux dans le film Notre Poison Quotidien, je vous ferai passer le lien. Et donc elle jour et nuit à aider les gens victimes de l'aspartame. Et donc un jour on s'est rencontrés en 2006 à Barcelone, je peux vous envoyer une photo aussi si vous voulez pour le site. Et donc elle me dit, Corinne, quand tu vois quelqu'un qui mâche des chewing-gums, tu dois deviner depuis combien de temps il en mâche. Je dis, ah bon, tu crois? Et c'est vrai que j'ai vu des milliers de cas depuis. Et que ça soit de la boisson ou des chewing-gums, on sait depuis combien de temps ils en prennent, quoi. À 1 an ou 2 ans après, quoi. D'accord, ok, ça se voit autant que ça. Ah ouais, ça se voit autant que ça. Ah oui, non, mais c'est flagrant, quoi. C'est énorme, énorme. Et donc, entre deux, bon, vous allez prendre un exemple, c'est encore dans un train, il n'y a pas très longtemps, il y a 3 semaines. Deux jeunes, allez, 32 ans, ok? Il y en a deux, ils mangent tous les deux des chewing-gums. Il y en a un, il a la peau un peu déshydratée, il n'a pas perdu trop de cheveux, parce que les chewing-gums font énormément perdre des cheveux. Et bon, il a encore, on va dire, bien. Je me dis, oh, tant pis, je vais pas lui dire, les garçons, ça écoute pas trop. Hein. Puis je me dis quand même, si jamais il faisait un AVC ou une tumeur au cerveau, c'est parce que je lui aurais pas dit, je vais quand même me lever et lui poser la question depuis combien de temps il en mange gentiment. Et à côté de lui, il y avait un copain qui en mâchait beaucoup plus. Lui, il en mâchait tout le temps. Il avait perdu tous ses cheveux sur le dessus de la tête. Alors c'est impressionnant, la chute des cheveux à cause des chewing-gums, c'est impressionnant. Et donc il me dit, oh écoutez quand même, il était un peu hyperactif, il dit j'en mange beaucoup plus que lui et tout. Je dis mais ça se voit monsieur. Moi je suis juste là pour vous informer. Je me doutais que vous en mâchez plus que votre ami, mais l'idée c'est de savoir avant qu'il soit trop tard, parce qu'éventuellement ça peut faire une rupture d'anévrisme, une hémorragie cérébrale, une tumeur au cerveau, ou même un arrêt cardiaque fulgurant. Mais c'est pas marqué sur le paquet. Alors il a rigolé parce que ça surprend, il n'y a que moi qui parle de ça. Et sur le coup, on ne veut pas renoncer à cette consommation. On ne veut pas s'arrêter. Et le docteur Blaylock, alors quand même pour ceux qui veulent quand même l'écouter, parce qu'on l'entend encore, il intervient encore pas mal dans l'émission d'Alex Jones aux États-Unis. Oui, c'est vrai. On peut encore l'écouter, même si il me semble qu'il est à la retraite, hein, c'est ça? Oui, il est à la retraite depuis 2005. Et en fait, ce qui est très intéressant dans son cas, il s'est intéressé aux excitotoxines il y a 20 ans. Alors, il y a 20 ans, aux États-Unis, il y a un petit livre, qui ne sera pas en français, mais malheureusement,
qui s'appelait In Bad Taste, the MSG Syndrome, donc le mauvais goût, le syndrome du glutamate. Et donc c'était le docteur Schwartz qui avait écrit ce livre. Et donc quand vous allez sur mon site, il y a une vidéo qui s'appelle 60 Minutes et qui en fait 13 en fait, qui s'appelle La vérité sur le glutamate. Et donc du coup on voit, c'est une vidéo qui date de novembre 91 et qui est passée après à la télé en 92 aux États-Unis et qu'on a réussi à sous-titrer avec un lecteur il y a pas très longtemps. Et si cette vidéo où on voit le docteur Schwartz et des victimes il y a 20 ans, les victimes du glutamate ou monosodique, si c'est ça, c'était passé à la télé en France, on n'en serait pas là. Et cette vidéo, elle est prête, elle est sous-titrée et tout? Oui, elle est déjà sous-titrée et tout, ouais. Bah oui, alors on la mettra aussi en lien sous ma vidéo. Ah, il n'y a pas de souci. Et donc, dans cette vidéo, vous voyez le docteur Schwartz, qui a une barbe et qui a des lunettes et qui a des enfants, qui a des adultes à arrêter les glutamates. Et donc, du coup, c'est à partir du livre du docteur Schwartz, il y a 20 ans, que le docteur Bloch s'est intéressé à ce problème, étant neurochirurgien. Et il a écrit un livre, donc, qui est paru en 1997, je suis devant moi, qui est pas en français parce que il est écrit tout petit et c'est assez médical quand même. Et donc j'ai pas trouvé d'éditeur prêt à investir 6 000 euros pour le faire traduire. Donc il est sorti en 97, 94 d'abord et après 97. Et donc j'ai acheté ce livre en 2003 pour ma part. Et ce livre trace tous le mécanisme du cerveau et le mécanisme des excitotoxines, comment ces excitotoxines font exploser les neurones. Et donc du coup c'est très très intéressant parce qu'il va parler d'Alzheimer, de Parkinson, il va parler de tas de maladies et comment on en arrive à des pathologies comme des crises de rage. Il y a une phrase qui m'avait beaucoup choquée et qui va peut-être choquer certains auditeurs, c'est pas grave. Page 192, moi c'est la phrase qui m'a le plus choquée dans ce livre que j'ai lu en 2004. Et donc il expliquait ce que c'est une attaque cérébrale. Donc ça arrive souvent dans la partie frontale du cerveau dans ce cas-là. Et donc c'est page 192, il dit par exemple une attaque qui arrive dans la partie frontale du cerveau peut provoquer des crises d'hypersexualité. Donc il y en a qui rigolent, mais ça peut provoquer des obsessions sexuelles en quelques secondes. Et malheureusement, je l'ai vu sur des gens dans ma famille, je dirais pas qui, parce qu'il a encore en vie. Mais j'ai vu aussi sur des jeunes intoxiqués à l'aspartame par des suppléments en vitamines, sur des pères de famille aussi intoxiqués par les soda light, donc qui pensaient devenir fous. Ça peut faire des crises de déjà-vu, on appelle ça sudden attacks of déjà-vu en anglais. Et donc des attaques de déjà-vu, c'est une personne qui rentre en crise de démence, on va dire, et qui parle d'un moment de sa vie, donc elle a déjà vécu, alors qu'à l'état normal, elle n'en parlerait pas. Donc ça fait un peu peur parce que si c'est par exemple son conjoint, on se dit mais c'est quoi ça? C'est un dédoublement de personnalité, c'est plus le même là, c'est un problème. Et c'est souvent quand la personne est au repos, pas forcément debout, quand elle est allongée ou assise. Et donc ça c'est impressionnant. Et après ça peut faire sinon une crise de rage, donc une crise de violence physique. Donc la personne va s'en prendre à des objets, mais malheureusement aussi souvent à son entourage. Et c'est pour ça que j'ose, dans les trains notamment ou en ville, quand je vois des parents qui mâchent des chewing-gums et qui ont déjà le regard un peu antisocial, parano et compagnie, et qui a des enfants de 5-6 ans avec, là je m'arrête et je dis aux parents, je donne ma carte gentiment. Parce qu'en fait la personne, quand l'attaque survient, parce que moi je l'ai vécu malheureusement plusieurs années avec une personne, et l'attaque, elle arrive en quelques secondes. Et on le voit, la personne, elle peut plus se contrôler. Et ça peut durer 5, 10, 15, 20 minutes, une demi-heure. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Bref, faut fuir, quoi. Parce qu'elle peut plus s'empêcher. Donc c'est pour ça que j'ai eu le cas d'une maman en 2007 qui m'a dit, quand on a commencé à remplir le questionnaire du docteur Roberts par téléphone, aujourd'hui ce questionnaire est sur mon site, donc on va en page d'accueil, on trouve le film Faux sucre, vrai scandale, et en dessous il y a le PDF du questionnaire du docteur Roberts, jusqu'à côté de son livre qui fait 1020 pages, celui-là qui ne sera jamais en français, qui s'appelle Aspartame Disease, an Ignored Epidemic. Et donc j'ai décidé de mettre le questionnaire du docteur Roberts sur mon site en 2011, mais à l'époque, en 2007, je le remplissais à la main, et cette maman de 47 ans qui consommait de grandes quantités d'aspartame en poudre tous les jours, la première chose qu'elle m'a dit, Madame Bouger, avant j'étais pas méchante, je le suis devenue.
D'accord. J'ai dit, je sais. Elle me dit, vous me comprenez? J'ai dit, oui, je vous comprends. Parce que je l'ai vécu. Donc, quelque part, j'ai eu de la chance, entre guillemets. Parce que vu que les gens ont tous les mêmes effets secondaires, donc je comprends. Puis je l'ai vu. Et donc, du coup, cette maman, avec mon aide, a changé complètement d'alimentation en quelques jours. Parce que là, c'était très urgent. Elle était à des quantités phénoménales d'aspartame en poudre, hein, du courant en poudre. Bon, c'est pas de l'aspartame pur. C'est de la maltodextrine mélangée avec de la sulfame K, mélangée avec d'autres poudres blanches et un peu d'aspartame. Ça dépend. J'ai Mhm. trouvé un jour une boîte où il y avait marqué, une boîte de comprimés à base d'aspartame. Il y avait marqué 44% d'aspartame. C'est affolant, quoi. 44%. C'est la première, c'est très rare, c'est très très rare de voir le pourcentage d'aspartame. Il n'y a que 3 ou 4 produits où on le trouve. Donc par exemple, j'ai devant moi une bouteille que j'ai achetée malheureusement il n'y a pas longtemps parce que je vais faire je vais mettre ça sur mon site. Ça s'appelle Belle France. Ouais. C'est Cola Light, donc c'est des sous-marques, ok, c'est pas cher. Mhm. Et là, Belle France, moi je vais appeler ça honte à la France, c'est pas possible. Il y a marqué ingrédients eau gazéfiée, on s'en doute, colorant caramel, le fameux E150D qu'on a décrié récemment, Oui. issu de blé, alors entre parenthèses, extraits végétaux et arômes naturels, donc là c'est 0,08%, mais qui dit arôme naturel dit aussi source de glutamate monosodique, c'est bien expliqué dans le reportage donc de 1991, dont noix de cola, édulcorant 2 points, aspartame, entre parenthèses, 0,06%. Après, il y a acidifiant, acide orthophosphorique, caféine, on s'en doute. Et il y a la phrase contient une source de phénylalanine pour ceux qui pourraient souffrir d'allergie à la phénylalanine. Mais ceux qui en souffrent de cette allergie-là, c'est 2 ou 3% de la population en France, eh ben, eux, ils n'en prennent pas d'aspartame. Ils peuvent pas, il y a trop de phénylalanine dedans. Mhm. Et donc, cette boisson, ils osent mettre en plus le pourcentage d'aspartame. Et ce qui est très intéressant au niveau scientifique, c'est qu'en France, j'ai rencontré des milliers de cas, en Angleterre un peu, mais j'y vis plus. Et j'ai rencontré aussi de certains cas qui me contactent de la Hollande ou de la Belgique principalement. Et je n'ai jamais vu, je dis bien jamais, à moins que certains cas me contactent maintenant, mais j'ai jamais vu de gens qui souffrent d'agoraphobie et qui consomment des chewing-gums. Et l'agoraphobie peut être provoquée aussi par l'aspartame, d'accord? Donc l'agoraphobie, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est la peur de la foule, Mhm. la peur du contact avec les autres. Donc ça donne des adolescents de 15-16 ans qui vont plus prendre le bus pour aller au collège ou qui vont plus au collège. Ça donne des gens qui ne peuvent plus faire des courses au supermarché. D'un côté, c'est tant mieux pour eux, mais qui peuvent plus aller au bureau ou qui peuvent plus aller au cinéma ou dans des endroits où il y a du monde. Parce qu'arrivés là, ils font des crises d'agoraphobie. Donc la personne commence à respirer rapidement, à suffoquer, le visage commence à gonfler. La personne, il faut qu'elle parte. Et elle fait une crise d'agoraphobie. C'est très très impressionnant. Et donc j'ai remarqué au fil du temps, hein, depuis que je fais des conférences depuis 2005, que les cas d'agoraphobie, c'est uniquement ceux qui boivent des soda light. Donc D'accord. des sodas, pas des limonades, hein, des sodas, des sous-marques, il y a toutes les marques, mais il y a aussi beaucoup de sous-marques malheureusement. Et moins c'est cher, plus il y aura d'aspartame. Et là, il y a que des cas d'agoraphobie, c'est uniquement ceux qui consomment des colas. Donc comme je suis en contact avec le docteur Ralph Walton, que vous pourrez voir aussi sur mon site, donc dans le film Faux sucre, vrai scandale, qui est en lien aussi à côté du livre du docteur Roberts. Ce film qui a été doublé en français par Planète en enlevant 40 minutes des 90 minutes du film d'origine qui est américain. Mais bon, c'est déjà ça. Donc là, le docteur Ralph Walton, je l'ai contacté à New York. Il est toujours professeur en psychiatrie. Et ce psychiatre s'occupe des troubles psychiatriques aggravés par l'aspartame depuis 1985. Je répète, depuis 1985. Et en France, on dit toujours rien. Ouais, enfin, bah, rien du C'est tout, ouais. pas quoi. Et donc lui, il m'a dit, j'ai demandé pourquoi je trouvais que des gens accros à ces soda light souffrant d'agoraphobie, mais pas d'agoraphobe au chewing-gum. Et il m'a expliqué que, selon lui, les sodas contiennent de la caféine et de l'aspartame. Et il pense que le mélange caféine et aspartame peut accélérer les troubles du comportement et les phobies. D'accord. Et bon, moi, je suis passionnée par ce que je fais de toute façon, mais je suis assez inquiète quand je vois des parents qui me contactent pour une petite fille de 11 ans qui fait de l'agoraphobie Mhm. et qui prend beaucoup de choses à l'aspartame.
À ce sujet, on en parle rarement, ou alors ça vient une fois de temps en temps, là, quand il y a une petite alerte, comme la dernière fois avec le Coca, ou etc. Oui, On parle un petit peu de l'aspartame, ça dure un une jour semaine, ou un deux jour. heures, et puis hop, ça disparaît, on n'en Bien parle plus. sûr, La bien conclusion de sûr. l'émission, généralement, c'est à vous de vous faire votre idée, mais bon, il y a Il n'y a pas hein, de risque. ça n'a pas été démontré. Allez hop, Voilà, ouais, c'est ça. Ou alors, il faudrait boire 30 canettes par jour voilà, exactement. pour que ça soit dangereux. Alors, les gens, ah ben, continuons. Et, ou alors, on fait une émission d'1 heure sur une radio nationale, je dirais pas laquelle. Ah oui, oui, j'ai Et entendu, je crois qu'on a entendu la même. voilà, pour voir si c'est dangereux chez la femme enceinte. Alors, la journaliste qui fait son enquête sur le trottoir d'un café va voir une femme qui est enceinte de 7 mois, et s'il se trouve qu'elle est généraliste. Alors, ah oui, j'en bois, mais pas souvent. Et il y a un danger? Non, non, pas du tout. Et comme les gens, ils écoutent l'émission et qu'ils se disent, ah ben, un généraliste qui boit du Coca Light, si elle est enceinte et que tout va bien, moi aussi. Et donc, du coup, l'émission se termine, on ne sait plus si c'est dangereux ou pas. On a parlé de stevia, on a parlé de l'aspartame. Mais finalement, dans le doute, on va continuer puisqu'un médecin dans l'émission boit des soda light. Faut arrêter, quoi. Exactement. Et alors bon, moi j'ai de la chance, j'ai accès à la presse spécialisée, on va dire, hein, Ouais. de l'agroalimentaire. Et ce qui m'a fait rigoler, c'est au moment où il y a eu cette fameuse, quand on a entendu que le Coca-Cola était, enfin que le colorant E150 qui était Oui. dans le Coca-Cola était cancérigène, il y a eu une petite page d'un seul coup qui est arrivée dans un des magazines. Alors peut-être que je le mettrai sur mon site internet, et puis je vous le donnerai si vous voulez, Hmm. où il y a une personne dans ce magazine qui nous dit que en fait le colorant E150, enfin c'est aidé. Bon, il y a rien qui dit vraiment, il y a aucune il y a rien qui dit que c'est vraiment dangereux, etc. Et à la fin, il dit et même le FSA, donc le FSA c'est l'organisme qui s'occupe de la Oui, ça. santé au niveau Européen. européen. Hmm. Même le FSA qui a conclu que c'était pas dangereux, il y a pas de préoccupation à avoir. Alors ça, ce qui est rigolo, c'est que c'était dans le numéro de mars 2012 de ce magazine, c'était à la page 45. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai pris le même numéro, donc je continue à tourner les pages, et à un moment donné, j'arrive à la page 80, je veux dire 84 du même numéro. Et là, on a un article sur l'EFSA. L'EFSA fête ses 10 ans. Ah, super. Donc l'EFSA fête ses 10 ans, mais à la fin de l'article, mais 10 ans après sa création, l'heure est aussi aux améliorations. Ah bah oui, parce que l'indépendance de certains experts de l'EFSA a été mise à mal dernièrement sur certains sujets sensibles. C'est pas beau Il y a ça? carrément une vidéo qui Sur... a été faite en Belgique C'est là-dessus. fou ça. Donc sur certains sujets sensibles, comme les OGM ou l'aspartame, tu sais, c'est bien Voilà. dit. Dans le même numéro, 40 pages après. Je me ferai un plaisir de scanner ce Ah truc-là ben, et bien de le mettre sûr, sur mon site allez-y. internet. Bien sûr, allez-y. Ça me fait halluciner ce genre de truc. Voilà, donc non, non, ils sont pas du tout indépendants, ces gens-là. Et à mon grand désespoir, en France, il y a eu aussi, je vous l'enverrai aussi, parce que c'est un scientifique qui me l'a fait passer, le fameux rapport de l'ANSES 4 juin 2012 sur l'aspartame. Il me semble que je l'ai Et mis dans ma vidéo. Non, je l'ai mis ah, dans mais ma c'est vidéo, très il me semble. grave. Alors ça s'appelle Note d'étape de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, Oui. de l'environnement et du travail. C'est sur l'aspartame. C'est un tissu de mensonges. Donc Oui. il y a des groupes comme le CLCV en France qui s'abritent là derrière. Et donc il y a 29 pages de blablabla, blablabla, mais je suis choquée, sur en fait que pour qui critique l'étude du Danemark sur les femmes enceintes et tout ça. Et donc le directeur général s'appelle Marc Mortureux, il a 5 enfants. Et quand on cherche un peu ce qu'a fait ce monsieur, on voit qu'il a participé à de nombreuses réunions à l'EFSA, dont une par rapport au Codex Alimentarius, hein. Mhm. Et donc, si ça vous parle. Et donc lui, il signe ça en disant qu'il faudrait faire peut-être une réévaluation de la dose journalière admissible et Ah qu'il oui. faudrait faire peut-être d'autres études. Et voilà quoi. Et donc on finit par des études qui les arrangent bien. Hmm. Ils notent ce qu'ils veulent. Et à la fin, à la page, je vous l'enverrai aussi de toute façon. Bon, il y a plein de mensonges. Je suis absolument choquée. J'ai failli m'arracher les cheveux, mais bon, j'ai envie d'être chauve, donc je me suis retenue. Donc voilà, à la fin, il y a marqué audition des parties prenantes. Alors, personnalités scientifiques auditionnées. Ils n'ont pas été, sont pas sortis de la France, hein. Vous avez, je dis pas les noms, mais des médecins de Montpellier, comme par hasard, de l'hôpital Necker, comme par hasard, de Montpellier à nouveau. Vous avez l'étude du Danois et une femme médecin de Toulouse. Donc, la même région, je vous dis pas ce qui s'y passe, mais bon. Après, audition des parties prenantes, restez assis, représentants de l'industrie. International Sweetener Association, LISA.
D'accord? Mhm. Déjà, il surveille déjà tout ce que je fais depuis 2005. Après, vous avez monsieur Hugues Pitre de chez Mérissan. Mérissan, c'est quoi? Je ne sais pas. C'est une Voilà. Non, mais question? c'est Je sais pas. Alors, Je sais pas. alors, ça, c'est très intéressant comme question parce que les gens ne savent pas. Tout à l'heure, on a évoqué le mot Monsanto, d'accord? Oui. Et quand je demande aux gens c'est quoi Mérissan, ils savent pas. Donc il y a des milliers de gens en ce moment même qui vont au supermarché acheter un édulcorant qui s'appelle Purvia à base soi-disant de stevia. Mhm. C'est distribué par Mérissan. Mais Mérissan, c'est celui qui distribue Canderel depuis 30 ans, plus de 30 ans en France. D'accord, c'est le même. C'est le même. D'accord. Et le produit est dangereux? À la stevia, oui, bien sûr. Le produit est dangereux. Mais c'est comme si je prenais, j'aime bien cet exemple que j'ai trouvé un jour comme ça. Je prends un couple qui ont des enfants, puis ils veulent sortir ce soir, ils veulent aller au restaurant. Et moi, je leur dis, bah tiens, mon voisin, il a fait 30 ans de prison parce qu'il a tué des gens, mais maintenant, il a compris, il est sorti de prison, il est gentil. Est-ce qu'il pourrait garder vos enfants? Ben, les parents, s'ils ont un peu du jaune, ils vont dire, ben, bien sûr que non. Dire, on va pas laisser un criminel garder des enfants. Ouais. Et là, les gens se ruent sur un truc qui est à base de stevia, soi-disant, alors qu'il n'y en a que des fois 1,20 voire 2,20%. Et c'est joli, il y a des jolies feuilles vertes dessinées sur la boîte, et ils vont s'empiffrer d'un nouvel édulcorant parce que c'est à base de plantes. C'est un scandale déjà aux États-Unis. Le scandale ne mettra que 20 ans pour arriver en France. Donc quand on regarde bien, ils ont changé plusieurs fois la composition. Donc il y a maltodextrine, il y a érythritol, il y a arôme naturel, et la plante de stevia, déjà c'est vert à la base, mais là c'est blanc. Aux États-Unis, certains prétendent que ça viendrait de stéviosie de Chine, donc c'est pas une bonne chose. Mais bon, il y a très peu de plantes là-dedans s'il y en a, et le restant, c'est des bases qui peuvent contenir du glutamate libre. Donc c'est moins dangereux que les sucrètes à base d'aspartame, mais c'est pas forcément naturel. Mais bon, ça coûte très cher. Ils en ont fait maintenant même des sucres, des sachets, des boîtes entières. Oui, oui, on voit Et que ça arrive là, c'est c'est en train distribué d'arriver. par le même distributeur que Condorel, on va dire. Mhm. C'est affolant. Et donc sur cette liste, vous avez après Madame Stéphane Ronsman de chez Coca-Cola, Monsieur Hervé Nordman de chez Ajinomoto. C'est quoi Ajinomoto? Je ne sais pas. Je ne savais pas non plus. Non. Vous voyez, c'est intéressant hein, de voir jusqu'où va la désinformation, mais c'est pas votre faute du tout. Ajinomoto France. Alors, Ajinomoto a plusieurs usines en France, dont une à Gravelines dans le Nord, où ils fabriquent depuis 20 ans des tonnes d'aspartame. D'accord. Et Ajinomoto, ça veut dire ceux qui donnent du goût en japonais, et c'est le fabricant mondial de glutamate monosodique, dont il y a des bureaux en France, des usines en France et des bureaux de siège social en Suisse. Et donc du coup, c'est eux qui fabriquent principalement l'aspartame et le glutamate monosodique. Or, tout ce qui est aspartame, c'est 6 à 8 000 produits alimentaires, même en France, et plus de 350 voire 500 médicaments, même pour bébés. Mhm. C'est de la folie de voir par exemple, du Mac 2 Junior forme et équilibre. C'est pour enfants, c'est des comprimés au goût chocolat. C'est à l'aspartame, c'est encore en vente en parapharmacie, quoi. Faut arrêter. Et donc les mamans achètent ça à 8-9 € le flacon et on donne ça aux enfants. C'est à l'aspartame. Vous avez des médicaments antibiotiques pour bébés, pour nourrissons à l'aspartame. Mais comme le pédiatre, il a que ça, il a rien d'autre à vous proposer pour une otite. Enfin, c'est du délire. Donc les gens du ministère de la Santé vont me dire, oui, mais c'est que 5 ou 6 jours. Et vous donnez ça à un bébé, vous imaginez pas les dégâts au niveau du cerveau dans les heures qui suivent. C'est pas juste 5 ou 6 jours parce qu'on souvent on leur represcrit le même antibiotique pendant des années. Donc, c'est normal qu'après il y ait autant de cancers. C'est obligé. Vous avez des vitamines C, vous avez des vitamines D, vous avez des suppléments en calcium à l'aspartame. Moi j'ai plein de cas de toutes les générations malades à cause des suppléments vitaminés à l'aspartame. Mhm. Et alors justement, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont encore la possibilité de changer leur alimentation, vous avez dit tout à l'heure que il y en a c'était pratiquement des cas désespérés, mais Hum. pour ceux qui ont encore la chance de pouvoir changer, est-ce que le bio c'est véritablement la solution? Ben, le bio, c'est pas forcément la solution. Il y a moins d'additifs autorisés. Il y a un excellent livre que je vous conseille qui s'appelle Le mensonge alimentaire aux éditions Trier Daniel. Mhm. Donc l'auteur, c'est le docteur Hans Ulrich Grimm, G-R-I-2-M. Donc ça s'appelle Le mensonge alimentaire, comment l'industrie alimentaire conditionne notre intelligence et notre comportement. Et c'est un livre assez intéressant qui reprend les mêmes sources que moi par rapport au docteur Blaylock, docteur Roberts, docteur John Olney, etc. Il faut que je vous parle d'un autre expert aussi. Et donc là, il parle, page 55, il dit,
mais parce que le mot glutamate a mauvaise presse dans les milieux du bio, il n'y apparaît pas sur l'étiquette. Le glutamate est alors déguisé, par exemple, c'est lui qui l'écrit, hein, moi je fais que lire, d'accord? Dans les cubes de potage bio du géant écologique Rapunzel, sous l'appellation extrait de levure. D'accord. Donc en fait, moi qui achète ces cubes bio en me disant je suis en sécurité, en fait, Non, c'est pas du tout vrai, quoi. non. Alors bon, sur le coup, je dis quand même, j'ai fait des recherches, j'avais contacté à l'époque Jack Samuels, qui est décédé malheureusement en janvier. Lui, il s'est battu 30 ans contre le glutamate et évidemment, il m'a expliqué qu'il y avait bien du glutamate dans l'extrait de levure et que cette marque Rapunzel était vivement critiquée aux États-Unis et même en Allemagne. Ça, on l'a confirmé. Et donc, il y a eu l'année dernière un reportage, je sais plus le titre, quand je le retrouve, sur l'exploitation des enfants dans les plantations de cacao. Et à la suite de ça, le même soir, il y avait un reportage sur ce problème de glutamate monosodique. Et là, ils n'ont pas trouvé un seul expert français qui puisse en parler. Ils ont été en Allemagne, et là, il y a un scientifique qui explique et qui confirme au effort que l'extrait de levure contient du glutamate monosodique. Donc moi, l'année dernière, j'ai fait une conférence, et à la suite de ça, il y a une dame qui m'a apporté 2 boîtes de pâté très connu, pâté bio, hein, pâté végétal bio, Ouais. où dans une boîte, il y avait bien marqué extrait de levure, et l'autre, c'est du pâté végétal bio en boîte d'une marque connue en supermarché. Il n'y avait pas marqué extrait de levure, mais levure avec un grand L. Or, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que cette femme qui avait à peu près une cinquantaine d'années est allergique au glutamate monosodique. C'est-à-dire que quand elle en prend, dans les 10-15 minutes, elle réagit au niveau de la bouche, elle a des éruptions cutanées, elle commence à gonfler, elle a des nausées, des vertiges, des sensations de brûlure au niveau de la nuque, donc elle réagit très rapidement. Et elle n'a pas fait attention, elle a pris sa boîte de pâté végétal, elle est rentrée chez elle, et elle s'est dit, oh, il est trop bon ce pâté, elle a mangé une tartine, 2 tartines, 3 tartines, elle a fini la boîte. Donc en général, dans ces boîtes, j'en ai une devant moi, c'est 125 grammes. Et dans le quart d'heure qui a suivi, elle a commencé à réagir comme si elle avait pris du glutamate. D'accord. Sauf qu'elle ne savait pas jusqu'à ce qu'elle me rencontre que c'était à cause de l'extrait de levure. Donc là, ça peut être très dangereux pour ces gens-là, parce que ceux qui sont allergiques au glutamate C'est peuvent caché. faire un œdème de Quint. Ouais. C'est-à-dire que c'est le gonflement des voies respiratoires et ils s'étouffent. Hein. Donc du coup, elle m'a donné ces 2 boîtes de pâté connues et elle m'a dit, je vous promets, j'en mangerai plus. Donc après, du pâté végétal, si on a un peu de temps et si on a un peu de matériel pour cuisiner, on peut s'en faire soi-même sans extrait de levure. Mhm. Et bon, dès qu'il y a addiction, dès qu'on commence à ouvrir un paquet de chips, de bonbons, de pâté végétal, une boîte, etc., et qu'on a, dès la première bouchée ou la première poignée de produits, on a envie d'y retourner, mais systématiquement, c'est qu'il peut y avoir quelque chose. Je veux dire, D'accord. c'est pas normal. Après, il y a un autre produit qui provoque l'addiction et dont on va parler qu'en septembre, j'espère, quand un livre va sortir, c'est la lécithine de soja. Ah oui. Là, cet additif est utilisé en tant qu'émulsifiant pour donner de la texture, mais il n'y a pas que ça. Et donc, j'ai remarqué sur de nombreux cas qu'il y avait une addiction, par exemple, au chocolat industriel. Vous allez prendre un peu de temps, si vous voulez, pour vous amuser dans un supermarché, et vous allez essayer de trouver un chocolat sans lécithine de soja. Si vous en trouvez une marque, vous me dites, hein, supermarché. Je l'ai D'accord. pas encore trouvé. Mais j'y vais moins parce que ça me déprime tellement d'aller dans ces lieux de perdition. Et donc, du coup, ils sont tous à la lécithine de soja, sans parler des chocolats individuels, sans parler des biscuits, sans parler des pâtes à tartiner très connues. Et donc là, on vous dit ça sert d'émulsifiant. Or, on a la chance en France, on a le professeur Gilles-Éric Serralini, qui a déjà eu des procès contre Monsanto et dont il en a gagné, certains. Et donc, du coup, lui, il commence à dire depuis à peu près 2 ans que quand on va marquer lécithine de soja ou amidon de maïs transformé, mais attention, des fois, ils vous mettent amidon et puis c'est tout. Ou amidon de maïs, ils mettent pas toujours transformé. Mhm. Là, on a affaire à des OGM. D'accord. Et là, c'est très grave. Parce qu'il est prouvé depuis maintenant des années, et c'est une grosse campagne aux États-Unis, que les OGM, c'est toxique. Ça entraîne des tas de problèmes de fertilité chez l'animal, d'allergies, tas de problèmes de santé. Mais en France, on va pas trop en parler. Donc, personnellement, mais ce n'est que mon point de vue, quand on dénonce par certains groupes les OGM dans les champs avec des faucheurs et compagnie, eh ben moi j'aimerais bien qu'on dénonce un peu plus ceux qu'il y a dans l'assiette. Parce que malgré certains efforts de certains groupes qui ne sont pas forcément indépendants, que je ne citerai pas, les gens continuent
sous l'effet de ces addictions, d'aller racheter le produit. Et ils vont pas lire l'étiquette. Pourquoi? Parce que c'est écrit en lettres de moins d'1 millimètre de haut et que l'aspartame et le glutamate font baisser la vue. Et oui, c'est très grave. Et donc, pour le glutamate monosodique, c'est très intéressant. C'est prouvé depuis 1955 environ. C'est pas d'hier. C'est parce qu'ils ont remarqué sur des souris que ça provoquait des problèmes de vue qu'ils ont fait des tests. Et le professeur John Olney, que vous verrez dans le film Notre poison quotidien, lui, il s'était penché dessus des années 59-60 en donnant du glutamate monosodique à des souris et en disant, regardez, ça fait des lésions cérébrales. Ça fait des trous dans le cerveau des souris. Des années 60, il a dit ça. Donc lui, il avait organisé tout un débat pour dire, ben voilà, devant les industriels des produits pour enfants, il avait dit dans les années 70-80, je crois, il avait dit, voilà, il faudrait retirer le glutamate monosodique des produits pour enfants. Ils ont dit, oui, oui, on va le retirer. Ils l'ont pas fait. Ils ont changé le nom, c'est tout. Et aujourd'hui, les doses de glutamate sont multipliées tous les 10 ans par 2 ou 3. Or, le glutamate existe depuis 102 ans. Le glutamate monosodique, je parle, parce qu'il y a deux glutamates, c'est le naturel et le chimique. Et donc, depuis 102 ans, imaginez qu'ils ont multiplié les quantités par 2 ou 3 tous les 10 ans, on est mal. Ouais, là on va vers une véritable épidémie de Attendez. malades, de cancers et Au etc. départ, le glutamate provoque l'obésité et le diabète. Donc John Olney, qui est encore en vie, il a plus de 78 ans, il avait dit, il y a plus de 40 ans, si on laisse autant de glutamate monosodique dans la nourriture, nous assisterons à une épidémie mondiale de diabète et d'obésité. On y est. Ah oui, C'est oui, pas normal de voir des enfants en surpoids à 6 ans, ou des enfants qui naissent obèses. Parce que la mère a mangé tous ces sur des rats, ça l'a fait. Des enfants, des petits rats qui naissent en surpoids parce que on a nourri la maman au glutamate. Donc on donne des fois du glutamate et de l'aspartame à des élevages, à des animaux d'élevage pour les faire grossir plus vite. Enfin c'est du délire quoi. On n'a jamais aussi mal mangé. Donc évidemment après une fois qu'on arrête ça, ça va mieux. Mais il faut aussi l'éviter dans les produits bio. Je veux dire, il n'y a rien à faire du glutamate dans les produits bio. Mais je vous donnerai un lien en anglais. Tout un article de Jack Samuels justement à l'époque sur toute l'histoire du fait qu'ils ont réussi à introduire des sources de glutamate dans les produits bio et donc le docteur Blaylock aux États-Unis dit toujours même dans le bio il faut lire les étiquettes. Seulement voilà, il y a de plus en plus de gens qui portent des lunettes, même d'enfants. Quand vous faites un tour dans n'importe quelle ville en France, je pense qu'il y a peut-être autant de magasins de lunettes que de pharmacies. Moi j'hallucine la taille des magasins de lunettes, on se demande comment c'est possible. Je ne porte pas de lunettes personnellement. Les problèmes de vue, ça peut être héréditaire, mais ça peut venir de ce qu'on mange. Et ce que la maman a mangé pendant la grossesse, je vous garantis. Et on va rien dire. Comme on ne peut pas lire les étiquettes, on achète. D'accord, mais vraiment, alors finalement, on n'est pas en sécurité finalement quand on achète bio. Quand on y croit, comme moi j'y crois en fait, j'y croyais jusqu'à maintenant. Mais finalement, je suis pas en sécurité. Je regarde encore les étiquettes même dans le bio, quoi. Oui, même dans le bio, parce qu'après il va y avoir des arômes naturels qui sont pas forcément bio. Il y a très peu d'arômes bio. Ça coûte cher, donc du coup, si on est intolérant ou allergique, on va éviter les arômes naturels, on va éviter les sources de maltodextrine. J'ai toute une page sur la maltodextrine dans mon livre. On va éviter aussi, malheureusement, le prochain scandale, ça sera, j'espère, pour la rentrée, avec un livre qui va sortir. Je vous enverrai la couverture par internet. Et donc, ce livre, c'est parti d'un autre livre que j'ai lu il y a à peu près 2 ans déjà. Et donc, ce livre est sorti, je l'ai devant moi. Il est sorti aux États-Unis, encore une fois. Alors, on va vous dire, oui, les Américains, c'est là où ils sont le plus malades, le plus d'obèses, le plus d'arrêt cardiaque, le plus de ceci, cela. Ben oui, mais la dose journalière admissible d'aspartame est plus élevée aux États-Unis qu'en Europe. Ça c'est encore hallucinant, c'est ce que j'avais vu quand j'avais fait ma petite vidéo sur le Coca-Cola, c'est que les doses journalières absorbables, elles sont pas les mêmes aux États-Unis et en Europe. On n'est pas égaux en fait. Non, on n'est pas égaux. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a, à mon avis, qu'il y a le plus d'obésité aux États-Unis, mais vous inquiétez pas entre guillemets, la France y arrive. On a des cas, moi je suis en relation avec différents thérapeutes qui me reportent des cas de femmes à 180 kilos. Oui, oui. Non, mais 130 kilos avec des sucrètes depuis 20 ans, alors que c'est censé faire maigrir. Donc c'est de la folie. Donc après, vous rajoutez là-dessus des sauces, des machins, des produits pour maigrir, c'est du glutamate. Je veux dire, on peut pas s'en sortir, c'est un business. Donc, ou alors on va faire aussi des cures pour enfants. Je dis pas les noms des hôpitaux parce que je les ai contactés, mais il y a des centres où on met des enfants pour maigrir. Ils y restent 2, 3, 4, 6 mois, 8 mois. Et ben le médecin en charge fait donner des sucrètes à ses enfants. Ouais.
Ils restent là, ils y dorment, ils y mangent, ils calculent les calories, les machins, ils lisent pas toujours bien les étiquettes, mais bon. Et on leur donne en plus de l'aspartame. Donc ils rentrent chez eux, c'est souvent des familles monoparentales et compagnie. Il n'y a pas forcément les courses correctement faites, ils sont pas au courant. On leur dit qu'il fallait prendre des produits là qu'ils vont en reprendre, et ils reprennent les kilos qu'ils ont perdus. Hmm. Mais on parle d'enfants là, je sais pas. Moi je sais plus quoi faire dans ce pays, je sais plus. Quand on se heurte à des murs comme ça et qu'on vous dit que cet hôpital dépend d'un autre hôpital et que ça va pas être facile, machin, je veux dire c'est quand même invraisemblable. Ouais, non mais je comprends bien. Alors Ça, justement, le livre qui va bientôt sortir, sur le il va soja. sortir bientôt ou? Oui, il devrait sortir le 1er septembre, j'espère. D'accord. Je vais recontacter l'éditeur pour confirmer. Le Donc titre, c'est ça un sera. livre qui est sorti aux États-Unis d'abord en 2005 Mhm. et après en 2007 à nouveau. Et donc en anglais, il s'appelle The Whole Soy Story. Donc exactement, ça en français, ça voudrait dire toute l'histoire du soja. Mhm. Or en français, il va s'appeler Soja, ami ou ennemi de notre santé. D'accord. Aux éditions Résurgence, il devrait sortir début septembre. Ça fait presque 2 ans qu'on travaille dessus. Et donc moi, je suis en lien avec l'auteur qui s'appelle Dr. Kayla Daniel, K-A-A-Y-L-A, et T, plus loin Daniel, comme le prénom, D-A-N-I-E-L. Et donc cette nutritionniste américaine a mis 4 ans à écrire ce livre. Moi, je l'ai lu comme un roman parce qu'il y avait énormément de témoignages, des fois assez choquants. Et à la fin du livre, on voit qu'il y a plus de 30 chapitres et il y a toutes les références. Donc il y a entre 2 et 130 références par chapitre. Ok. C'est du délire. Donc après, bon, moi ce qui est intéressant pour ma part, c'est de lire des livres comme ça, de voir les témoignages et de rencontrer des gens dans d'autres pays, comme en Europe, qui ont mangé du soja. Ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, ça peut être 30 ans. Et quand vous voyez que tous ces gens que j'ai déjà rencontrés depuis septembre, où j'ai commencé à faire des conférences là-dessus, et à me dire, ben tiens, elle boit du lait de soja, elle a plus ses règles, elle a 23 ans. Ah, ben tiens, elle en a mangé 30 ans, elle a plus de thyroïde. Ah, mais elle a des problèmes osseux, ou tiens, il y a un cancer. Et puis, ah oui, bah, du soja à répétition pendant 10 ans, ou des migraines. Le premier symptôme en général, c'est des migraines comme l'aspartame, c'est étrange, non? Mhm. Et donc du coup, la personne elle va prendre des médicaments. Donc j'ai vu un cas, c'était une femme de 47 ans, 10 ans de lait de soja bio, Ouais, c'est 9 ans lourd de en plus. migraine. C'est la folie. Et donc 9 ans de migraine. Et là, on lui donne 3 ans de médicaments à l'aspartame pour bloquer les migraines. Pardon. Et donc après nodule de la thyroïde, forcément, aspartame et soja, je vous dis pas le cocktail chimique. Et donc du coup, on a lui donné du médicament pour la thyroïde. Mais il n'y a pas un thérapeute en 10 ans qui lui a dit vos migraines viennent du soja, quoi. C'est quand même aberrant, quoi. Bah, Alors le docteur Belloc, c'est la première chose qu'il posait comme question. Attendez, bougez pas. C'est quand même incroyable. ce que je vous propose, c'est par rapport au soja, c'est qu'on se revoit ou qu'on se recontacte peut-être à la rentrée pour qu'on parle du livre, Ah oui, une c'est fois sûr, quand ils sortent, ouais. que les gens l'auront lu un petit peu, pour qu'on parle un petit peu du soja justement. Ben après, je rechercherai sûrement des témoignages de gens qui en ont pris. Ouais. Bon, je connais déjà certaines personnes, mais après là, pour faire marche arrière, si ça fait, j'ai vu un cas ce week-end. C'était une jeune femme, je sais pas, 24, 25 ans, qui vient me voir et qui me dit, est-ce que le soja fait des retards de croissance? Alors je dis, ben oui. Et mais j'étais élevée au soja et je grandis plus depuis plusieurs années. Donc voilà, moi je constate, hein, Mhm. des gens qui viennent me voir et qui me disent, bah tiens, un homme de 35 ans qui prend des produits au soja, bah il a les seins qui poussent, normal. Oui, il y a un problème là, je crois. Oui, il y a un problème, mais j'en ai vu un de 17 ans, ça faisait 1 an qu'il prenait du lait de soja. Il était torse nu, donc là, il n'y avait pas photo, quoi. Mhm. Je dis, arrête tout. Ah non, quand même, c'est pas possible ce que vous dites. Évidemment, les gens, en général, ils prennent du bio, hein, là. Donc, Alors, juste pour terminer, je voulais oui, juste revenir un tout petit peu parce que là, on est bientôt dans la période des vacances. Enfin, on y est même dans la période des vacances. Et je sais oui. que les gens, ils vont aller manger plein de glace sur les Ah, plages, etc. Je sais pas si vous avez vu il y a une semaine ou deux à peu près un reportage qui est passé sur M6 sur les fabrications des glaces. non, Et non, ça donc, m'intéresse. alors, il y avait deux glaciers qui se faisaient face, grosso modo. C'est dans la ville d'Antibes, si je me rappelle bien. Et il y en a un qui dit qu'il fait des glaces maison et l'autre qui dit qu'il fait ses glaces, enfin artisanalement quoi. Et donc on Mhm. voit le gars qui fait ses glaces maison
mais je vous explique même pas ce qu'il fait en fait. Il fait un mélange en fait. Tout ce qu'il a, c'est des poudres Ouais. qui contiennent des colorants de toutes sortes avec. Ah là Genre, là là. il fait un espèce de pâté avec de l'eau. Voilà. Et à la fin, le pâté, ça donne une espèce de glace. Et il donne ça à bouffer aux gens. Puis les gens, ils sont là, ils font, c'est excellent, extraordinaire. Donc là, cette vidéo, je vais la récupérer là, puis Ben ouais, je vais la mettre en envoyez-la ligne, hein. moi parce que là c'est grave, ouais. Là, c'est vraiment C'est pour incroyable ça cette que vidéo. j'en parle quand on a filmé là pour avec France 3 où je vois ce jeune qui mange une glace bleue là. Hmm. C'est Oui, affolant, oui. quoi. Bah C'est affolant. c'est exactement ça. Et donc cette vidéo, je la mettrai, je pense, assez très très rapidement, peut-être Ah ouais, bien tu fais la moi, parce que moi sur mon site internet et puis sur le YouTube. Oui, vous avez raison, ouais, c'est ce qu'il faut faire parce que là, Voilà. faut faire passer. Ouais, je la partagerai avec plaisir. Bon, je vous propose qu'on recontacte éventuellement à la rentrée pour parler du soja, éventuellement. Oui, bien sûr, ouais. Ouais, Bah, là, c'est ça va parfait. faire un nouveau scandale. Bah écoutez, en tout cas, Concernant le livret sorti, je vous tiens au courant. ok. Et ben écoutez, en tout cas, je vous remercie pour avoir répondu à mes questions. De rien, ouais, avec Et plaisir. et puis, ben pour les auditeurs et pour ceux qui vont regarder cette vidéo, mangez bien, attention aux glaces, Oui. hein. Et Attention puis, aux chips, aux glaces, aux ouais. boissons. Ah bah tiens, Je pense. est-ce que toutes les chips sont Non, concernées? Pas toutes? non, pas toutes. Alors, un supermarché, il reste encore, je sais pas combien, faut que j'aille compter, tiens. Faut que j'aille faire ça. Il reste encore quelques paquets de chips où il y a Quelques marqué paquets. pommes de terre, huile végétale, Ouais, exactement. sel. Ok, On n'a pas besoin d'arômes en plus, de glutamate partout, non. Eux, exactement. ils ont besoin pour vous rendre accro et vendre, parce que ça rapporte des millions, hein. Mais on n'a pas, physiquement, on n'a pas besoin du glutamate monosodique du tout. Mais seulement, c'est celles qui contiennent du glutamate qui se vendent le plus, hein. Ouais, Vous ça avez fait plus des de goût, chips, ça donne plus envie. je vais pas dire la marque, mais il y a des chips dans un tube en carton très connu. Oui, oh, c'est pas des chips, ça. Oui, oui, on voit je vois ce que c'est. Avec Allez, un ça. bonhomme avec des moustaches, là. Attendez, mais moi j'ai vu un couple de retraités qui mangeait ça à un pique-nique. J'ai demandé si je pouvais avoir la boîte quand elle serait vide. Et sa femme, elle avait plus de 70 ans, la dame, elle me dit non, il en est hors de question. Je suis ah bon, vous allez la manger la boîte? Elle me dit non, je les collectionne. À 70 ans, j'étais mort de rire. J'ai Ok. des au monsieur et il a tout rangé les chips dans la boîte, hein. Ah Il y oui. en a déjà plusieurs. Mais bon, c'est quand même hallucinant de voir que ça rend accro au point de collectionner les boîtes à 70 ans. Ah, c'est un petit peu ridicule même. Faut mieux en rire, hein. Ouais, vaut mieux. Bah, je vous remercie bien pour cette interview Bonne santé à tous et bonne chance surtout. et restez bien informés. À bientôt. Au revoir.